Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, on va commencer ce conseil municipal. On m'a conseillé de parler plus fort, donc le message est passé, on va essayer de parler plus fort. Merci. Et le public me remercie chaleureusement. Donc on va commencer par faire l'appel. Donc Guérianic présent, Gabriel Germain, présent. Coralie Morvan, Albert Narel, présent. Catherine Michelot-Varenne m'a donné procuration, mais elle devrait pas tarder à arriver, donc en attendant. Grégory Allenbach, présent. Alexandra Edesheim, présente. Fabrice Matois, présent. Fabienne Cazola-Romaïfer, présente. Michel Fratt, présent. Béatrice Belmont, présente. Frédéric Lagescarde a donné pouvoir à Christophe Ollier, Natacha Arnaud a donné pouvoir à Stéphanie Gendron et Nathalie Baul a donné pouvoir à Coralie Morvan. Stéphanie Gendron, présente. Lydie Chambeux, présente. Ludovic Laforêt, présent. Éric Poirier, présent. Céline Matonnet a donné pouvoir à Éric Poirier. Didier Debarge, présent. Philippe Chabanon, absent. Valérie Merle, absente. Laurine Closon, absente. Christiane Hardy a donné pouvoir à Albert Marel. Christophe Ollier, présent. Florence Iacono a donné pouvoir à Lydie Chambeux. Quentin Guilleux a donné pouvoir à Alexandra Edesheim. Luc Souillard, présent. Stéphanie Warbeneck a donné pouvoir à Didier Debarge. Je vous remercie. On va nommer un secrétaire de séance. Je vous propose, parce qu'elle a eu le courage de venir malgré la maladie, Lydie Chambeux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour toi, Lydie. C'est dommage. Courage. On va passer à l'approbation du compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ce qui va nous permettre de passer au rapport numéro 1. Il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2023 de la commune. Je laisse la parole à Albert Marel, mon adjoint délégué aux finances. Je préfère délégué aux finances. Si tu peux parler un peu plus fort, Albert. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler de 2023 et de 2024. 2023, un petit rétro sur le compte de gestion et le CA. Et 2024, le budget prévisionnel. Donc, je vais vous présenter les points 1, 2 et 3 dans la continuité. Et après, on votera de manière séparée. Donc, les réalisations 2023. Donc, compte de gestion, compte administratif et l'affectation des résultats. Pour mémoire, l'année 23 s'annonçait compliquée avec une crise énergétique qui a eu une conséquence importante sur les budgets des communes. La mise en place du plan de sobriété énergétique a permis d'atténuer les impacts de la flambée des coûts d'énergie. On va commencer par le compte de gestion. Le compte de gestion, c'est le compte que le comptable public nous transmet. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'on va voir derrière le compte administratif, c'est exactement le même. À part que dans notre compte administratif, on a des RAR, des restes à réaliser qui s'ajoutent. Mais sinon, les chiffres sont exactement les mêmes. Donc, le compte de gestion 2023 est conforme au compte administratif, c'est une obligation réglementaire. On constate donc un résultat de clôture 3 279 000 € et un déficit d'investissement de 901 000 €, soit un résultat global de 2 378 000 €. Compte administratif, donc c'est le rétroviseur de l'année 2023. Donc il retrace l'ensemble des mandats et titres de recettes de l'année écoulée. Donc à la différence des comptes de gestion, je vous dis, il reprend également les restes à réaliser. En fonctionnement, le chiffre de compte administratif constate un excédent sur l'année de 1 213 827 €. On a en dépense 11 038 000, en recette 12 038 000, la différence en résultat sur l'exercice 1 213 000 €. Nous avons un résultat excédent des années précédentes de 2 064 000. Donc on a un résultat de clôture de 3 278 000 en fonctionnement. Pour la section investissement,
En dépenses, 3 360 000. En recettes, 3 539 000. L'exercice est positif cette année, 178 000. Mais on avait, sur les exercices précédents, un déficit de 1 079 000. Ce qui nous donne un résultat de clôture pour la section investissement de moins 900 717 €. Donc, comme nous venons de le voir, le compte administratif 2023, comme le compte de gestion, présente un résultat global de 2 378 000. Ces 2 378 000, c'est 3 278 moins 900 000. Ok. Donc on finit l'année avec un résultat global de 2 378 000. Et on verra ce que les restes à réaliser nous apportent en différence. Si on zoome un peu sur le compte administratif 2023, donc on a une section de fonctionnement qui affiche donc un résultat, on l'a dit, de 1 214 000. La section d'invest, un résultat de 179 000 sans les restes à réaliser. C'est-à-dire, après prise en compte des résultats antérieurs et des restes à réaliser, on a 341 000 € de restes à réaliser. Nous avons un résultat pour l'année de 2 36 000. C'est pratiquement l'équivalent de ce qu'on avait l'année passée en banque. Ce résultat, cette épargne, c'est ce qu'on montre tout le temps. En gros, c'est ce qu'on appelle nos excédents. Donc, on avait en 2020 4,2 millions parce qu'on avait une année très particulière avec le Covid. 2021, 2,2 millions, 2022, 2,1 millions. Et cette année, on a perdu 27 ou 28 000 € sur notre banque. C'est quand même un très bon résultat parce qu'on avait de l'inflation et encore des énergies très chères. Les résultats, donc une fois qu'on a ces résultats... On va commenter tout le temps, c'est pas possible. Pardon? Je vous parle pas, je vous parle pas. Vous entendez, bah c'est tenu quoi. Exactement. Bonjour Cathy Chaud. Sois la bienvenue, il y a une très bonne ambiance. Non, mais vous allez pouvoir poser des questions en fait. J'ai pas de questions à poser. Même faire des réflexions, il y a un débat, donc on peut en parler ensemble. C'est important de laisser M. Marel expliquer les choses. Donc, bonsoir. Merci, excusez-moi. Donc une fois qu'on a les résultats, on doit les affecter au budget prévisionnel de 2024. Excuse-moi Albert, c'est important quand même, parce que Albert est très humble, mais il faut savoir que ce résultat, qui est un résultat positif, intervient après une année qui est exceptionnellement négative. On a eu l'occasion d'en parler, mais la crise énergétique qui nous a fait multiplier par quasiment 3 les factures et les fluides en termes de gaz et d'électricité qui ont été absorbés, la hausse des points d'indice qui a été annoncée avec beaucoup d'élégance de notre gouvernement, mais qui nous en a laissé la charge. C'est-à-dire, c'est très bien et c'était important de pouvoir augmenter les salaires de nos agents, mais en tout cas, ça a été entièrement notre charge et 1% sur un budget d'augmentation de points d'indice, c'est énorme. Donc, ce que je veux juste rappeler, c'est que d'arriver non seulement en matière de charge sur le fonctionnement à faire -1 dans une période en dépenses, dans une période qui est exceptionnellement contraignante, c'est dû à un travail énorme de nos services. Alors, vous pourrez le voir dans les schémas qui sont donnés en termes de ce qui est réalisé finalement par nos services sur nos budgets, c'est-à-dire qui est au plus près de la réalité. Cet excellent travail fait par nos services, à la fois financiers, mais aussi nos services tout court, ont fait qu'on a réussi, malgré une période sans précédent en termes de contraintes, on présente quand même un budget qui aujourd'hui est excédentaire et nous permet en même temps d'avoir réalisé des investissements conséquents cette année encore et vont nous permettre aussi de réaliser, de mettre en avant encore une fois le programme qu'on a présenté en début de mandat et de pouvoir en réaliser encore une très grande partie et c'est ce qui nous sera expliqué après, donc c'est quelque chose quand même d'assez positif. Aujourd'hui il y a des communes autour de nous qui sont sur le point d'être mis en sous tutelle de l'État parce que justement ces nouvelles qui ont été annoncées ont été le coup de grâce pour certaines communes. Donc voilà, c'est quand même bien de le dire. Je sais qu'on me dit souvent que je suis dans l'autosatisfaction, mais là c'est simplement aussi de réaliser ce qui est positif. Si c'était négatif, je le dirais aussi.
Ça m'arrive de le dire aussi. Ouais. Pour reprendre ce que tu dis, Yannick, en fonctionnement, on dégage 1 214 000 et en investissement, on est presque à 4 millions de dépenses d'investissement et on finit l'année avec 2 millions de bacs. Donc ça prouve bien que... Et tout en continuant de rembourser notre dette qui est de quasiment 1,2 million par an. Oui, 1,2 million par an. Ce qui est quand même une dette énormissime. Donc si on continue à faire baisser la dette comme on s'y est engagé et comme on est en train de le faire, je pense que pour ceux qui seront au pouvoir au prochain mandat, je pense qu'à l'horizon mi-mandat, la dette sera pas loin d'être, en tout cas si elle n'est pas remboursée totalement, elle nous aura permis de dégager énormément d'investissements en plus du fait de son affaiblissement. Parce qu'on veille à vraiment la rembourser comme il faut. Donc réglementairement, on doit décider de l'affectation des résultats. Donc on se rappelle qu'on avait un résultat de clôture en fonctionnement avec les excédents antérieurs de 3 278 000. On a la section d'investissement qui a un déficit de 900 000. Donc résultat global sans les restes à réaliser 2 377 000. On retire les restes à réaliser 341 000. Donc on clôture l'année avec 2 36 000, c'est ce qu'on appelle ce qu'on met en banque. Donc affectation des résultats, on propose donc de garder les recettes de fonctionnement de 2 037 000 et de verser à l'investissement au 1068 1 242 000 qui correspondent à 901 000 de déficit et 341 000 de déficit des restes à réaliser. Voilà, donc on a présenté les points 1, 2, 3. Donc on va, si vous avez des questions sur ces 3 points qui sont liés, si vous n'avez pas de questions, on va procéder au vote de manière séparée. Donc tout d'abord, non pas celui-là. Alors d'abord le rapport numéro 1. Compte de gestion. Voilà. Est-ce qui s'oppose? Qui est contre plutôt, excusez-moi. Qui s'abstient? Voilà, donc il est adopté. On va passer au rapport numéro 2, je vais sortir. Oui, on m'a demandé de sortir. N'oubliez pas de me demander de revenir si vous voulez. C'est Gabriel qui parle. Qui sort, ça. Bien. Qui est contre donc ce rapport? Qui s'abstient? Le 2. Le compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Bon, c'est bon. Une angoisse. Et le dernier point qu'on a vu, c'est l'affectation des résultats. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre, ok. Très bien. On passe au rapport numéro 4. Il s'agit du vote des taux d'imposition exercice 2024. Albert? Oui, vas-y. C'est très simple. Nous vous proposons de reconduire les taux de 2023 pour l'exercice 2024. Donc on rappelle ces taux. Taxe foncière sur les propriétés bâties 41,49%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,56%. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est à 18,16%. Donc on propose de reconduire les taux identiques et on autorise par la même à monsieur le maire à signer l'état 1259. Je ne sais pas ce que c'est cet état, mais dis-le fort, dis-le fort. C'est l'état des services des impôts. Voilà. L'état des services des impôts. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Agnès vous répondra. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, c'est une reconduction, hein, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 4 est adopté. On passe au rapport numéro 5. Il s'agit du vote du budget primitif 2024 de la commune. Albert, On y va. On y va. Donc on va parler de l'année 2024. Ça a été déjà présenté, les grandes lignes ont été présentées dans l'Europe et on va reprendre un peu plus en détail le budget prévisionnel 2024. Donc le ROB qui a été présenté au dernier conseil municipal, qui était donc le rapport d'orientation budgétaire qui donnait lieu à un débat d'orientation budgétaire.
Donc il a dû être remarquablement présenté, puisque je crois qu'il n'y a eu aucune question de la part de personne, donc c'est qu'il doit être bien présenté. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer au vote. Peut-être il y a quelque chose à développer ou on reprend ce qu'il y a? Oui, le BP, il y a des choses à développer. Donc, on vous propose un budget en suréquilibre de 810 000 euros. Ces 810 000 représentent symboliquement le remboursement du capital de la dette. On avait fait pareil l'année passée sur notre budget prévisionnel. D'après nos projections, en prenant en compte les taux de réalisation comme maintenant qu'on mesure tous les ans et des années antérieures, pour les dépenses et les recettes de chaque section, le résultat 2024 devrait être semblable à 2022-2023. Donc on devrait avoir un résultat en banque, comme on dit, à 2,1 millions. Les points marquants de ce budget sont la réduction des dépenses de fluide, puisque c'est en train de baisser. D'une part, les prix baissent, et d'autre part, les réductions qu'on a fait en consommation, le plan qu'on avait porte ses fruits. La masse salariale est en augmentation. On va zoomer là-dessus. Les dépenses courantes sont contenues malgré l'inflation. On augmente significativement les pénalités SRU. Taux de fiscalité, on vient de les voter, 2023 sont maintenus. Les investissements, bien sûr, sont cofinancés et à une forte hauteur. On poursuit le désendettement, puisqu'on ne fait pas de dette supplémentaire, et on gère notre patrimoine. On va zoomer sur les dépenses de fonctionnement. Donc, les dépenses réelles augmentent de 2,5% par rapport à 2023, malgré une inflation qui est presque à 5%. Donc on peut dire qu'on maîtrise nos dépenses de fonctionnement. Le chapitre 011, qui correspond aux achats courants, diminue de 3,8%. Grâce notamment à la réduction des fluides, dont l'estimation de la baisse est de 367 000 euros. Les charges de personnel augmentent de 4%. Donc dans ces 4%, on a 2% qui sont sur le GVT, glissement vieillesse technicité. C'est des augmentations naturelles des salaires. Ensuite, on a l'État qui nous a demandé d'augmenter en 2023 et 2024 le SMIC, augmentation du point d'indice. Et tout à l'heure, on va le voir, on a une prime sur le pouvoir d'achat qui va nous demander un peu d'argent aussi. Et on a prévu d'embaucher un nouvel agent de police municipal. Pénalité SRU, donc sont majorés à 100%. La charge cette année s'élèvera à 382 000 euros. Soit 246 000 euros de plus que l'année passée. Donc il faut les... Si je peux me permettre, Albert, de faire une petite précision sur la loi SRU, sans revenir sur tout l'explicatif, parce que je me suis souvent expliqué, et puis si vous voulez on en reparlera, mais il faut savoir que nous avons fait beaucoup d'opérations de déduction pour pouvoir faire descendre ces pénalités SRU. On fait ce qu'on appelle des subventions d'équilibre sur des projets, notamment sur Midifert, pour que les projets puissent être viables financièrement. On fait des subventions d'équilibre pour pouvoir les faire, et ces subventions, ces montants-là sont réduits des pénalités SRU. Donc on a toujours fait un travail, et quand je dis on a fait un travail, effectivement nous, mais surtout avec nos services, pour pouvoir faire ce travail-là. Il se trouve que cette année, on avait fait pas mal de déductions, mais ces déductions, par des calculs de N+1, N-1, ont été reportées d'un an. Donc cette année, on paye, j'ai envie de vous dire, plein pot, d'autant plus que l'État a décidé de doubler la pénalité. Hein, ça, c'était la petite surprise. Qui a été d'ailleurs largement évoqué en réunion des maires à la métropole ce matin avec M. Woerth, l'ancien ministre, et pour le côté injuste de cette loi-là, ce qui veut dire que l'année prochaine, on aura une baisse, cette baisse qui n'a pas été intégrée cette année, le sera l'année prochaine, où on aura une baisse de moitié de la pénalité. Voilà. J'espère que j'ai été clair, et je pense. Donc l'autre point important, les autres charges de gestion augmentent de 2,7%, principalement 16 000 euros de plus dans l'enveloppe destinée aux subventions aux associations. Sur les recettes de fonctionnement, donc recettes de fonctionnement, on a prévu une augmentation des recettes de 2,6%, avec on va dire une stabilité sur l'attribution de compensation de la métropole qui reste à 3 188 000. Fiscalité locale qui va augmenter. Alors on n'a pas bougé nos taux, par contre les bases
vont progresser de 4,8%, donc on va avoir des augmentations de nos taxes foncières, représentant l'inflation constatée en France en 2023. Donc pour la commune, c'est 250 000 € de taxes foncières supplémentaires. Au total, on aura 5,7 millions de recettes. Ensuite, on a la DGF qu'on a prévu Dotation générale de fonctionnement. la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État, qui a diminué pendant des années, qui a augmenté l'année passée d'un chouïa. Voilà, on a prévu pratiquement qu'elle soit au même niveau cette année. En réduction, on a prévu. Mais un chouïa, c'est vraiment faible. Ensuite, on a les produits, une augmentation des produits liés aux services rendus dans les ventes diverses, donc 3,1%. Et le chapitre 75, c'est la gestion du patrimoine, location. Donc, notamment Plasquaire, on augmente de 17% nos locations, donc 50 000 € de plus cette année, pour un budget total de 200 000 €. Les dépenses d'équipement, donc on a prévu cette année 3 596 000 de dépenses d'équipement, auxquelles s'ajoutent 670 000 de restes à réaliser. Donc cette année, au budget, on a 4 266 000 de dépenses de fonctionnement. 7,8% de plus que l'année passée. Donc ces dépenses sont possibles grâce à l'excédent de fonctionnement, qu'on a vu tout à l'heure. D'autre part, grâce aux recettes d'investissement comme la FCTVA et la recherche active de subventions des partenaires, nos aides sur les investissements sont en moyenne à 55%. Nous sommes parmi les meilleures communes du département en termes d'obtention de subventions. Ces dépenses sont aussi possibles grâce à la cession de biens immobiliers. On a voté cette année la cession de l'ancien garage Émolo pour 406 000 €. On peut constater, ce qui est important, c'est de constater sur le graphique qu'à partir de 2020, c'est l'année du Covid, donc les prévisions étaient totalement impossibles. 2021, si on compare 2021, 2022, 2023, nos prévisions par rapport réalisées, on n'est vraiment pas loin par rapport à ce qu'on pouvait avoir en 2017, 2018 et 2019. Voilà, donc ce que vous disait le maire tout à l'heure, c'est qu'on a une gestion qui est beaucoup plus serrée et beaucoup plus, on est meilleur dans nos prévisions. On dépense que ce qu'on inscrit. Tout ça. Hein. Faut quand même savoir que quand on parlait des fameuses promesses de l'État pour augmenter les points d'indice et les salaires et les primes, ce que vient de nous expliquer Albert et dont je parlais tout à l'heure, effectivement ne sont pas du tout compensés par l'État au niveau des dotations aux collectivités. Hein. Donc ce sont des belles promesses, et juste pour le rappeler, parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est important parce que c'est tellement significatif, en 2014, les dotations de l'État, il y avait les dotations de péréquation et les dotations générales de fonctionnement, c'était 2,6 millions. Aujourd'hui, on est à 700 000 €. Donc quand on vous dit que cette année, elle a un petit peu stagné, légèrement augmenté, mais qu'on va quand même inscrire une possible baisse, vous comprenez la prudence qui est la nôtre. Hein. Donc voilà, c'est important de le savoir. Quand on parle des dépenses, il faut savoir aussi que sur les économies, ce qui nous a aussi fait énormément d'économies, c'est les fluides. Parce que dans la situation de crise inédite qu'on a traversée, le fait qu'on ait décidé dès le début de mandat de faire un plan pluriannuel d'investissement de plus de 110 000 € par an pour changer toutes les lettres de la ville, il n'y en avait pas. Et qui font que ce plan-là, qui a été quand même décidé avant la crise énergétique, donc je pense qu'on a été bien inspiré de le faire en amont, fait qu'à la fin du mandat, on sera à 50% d'équipements sur la ville. Si on calcule bien les choses, on peut se dire que sur la fin du prochain mandat, on aura 100% de LED sur notre ville, et que surtout, à partir de l'année prochaine, c'est le travail de mes services aujourd'hui, on est en train de calculer, de pouvoir commencer à faire ce que beaucoup d'entre vous nous avez demandé de faire, c'est-à-dire de commencer à mettre un peu d'intelligence dans nos éclairages, je pense au centre de langage, ou pouvoir se permettre d'avoir des éclairages qui, en fonction des passages, s'allument et se modèrent, qui nous permettront
permettra d'avoir quand même un peu plus de nuances dans la façon d'éclairer, mais nous permettra de continuer à faire des économies de ce côté-là. Mais pas d'intelligence artificielle sans un minimum de LED, sinon ça ne marche pas. Donc c'est important de dire que ces efforts-là nous ont permis déjà, je crois, de tomber de 30% notre facture électrique, me semble-t-il, à peu près. Je me trompe, mais c'est à peu près ça. C'est pas rien, et c'est ce qui fait que dans cette période inédite qu'on a traversée, on a quand même réussi à tenir notre fonctionnement, voire à le baisser un petit peu sur certains aspects, malgré les augmentations de factures et malgré les augmentations au niveau du point d'indice et de ce qui a été fait au niveau des salaires. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin, mais c'est bien de le dire quand même, quoi. Pour toi, est-ce qu'il y a des questions? Des investissements. Juste finir sur les index, c'est simplement le tableau, ce qui a été présenté au ROR, il n'y a rien de nouveau. Donc, travaux de voirie, PEMTRAC, atelier partagé, donc 4 266 000 d'investissement. Plan mobilité, éclairage public, Yannick vient d'en parler, on finit les travaux Plasquer, un projet 4 tours avec les 30 ans de la médiathèque. Surtout une réhabilitation du bâtiment et la MPT. Et des terrains de danse, des pistes de danse. Je pense que après, la Provence verte, on va continuer à végétaliser. Les travaux dans les écoles et on a acheté une balayeuse. On a acheté la balayeuse. Voilà, donc pour 4 266 000, financés par le CDDA, les travaux de proximité, l'État, Provence verte, on a des techniciens qui chassent des subventions en permanence. C'est important de le dire, à chaque fois qu'on prévoit nos investissements de l'année, tous les services, pour chaque dépense, montent un dossier d'investissement, de subvention surtout. C'est des gros dossiers qu'il faut monter pour arriver à être voté au département. Et aujourd'hui, on a quasiment tous nos projets, c'est ce qui était dans notre programme. Tous les projets sur lesquels on investit, ils sont cofinancés, parfois jusqu'à, alors ça ne va pas durer longtemps parce que les choses changeront au niveau du département, mais ça va jusqu'à 70% de cofinancement du département. Donc tous les projets, le POMTRAC, la voirie, l'éclairage, le fameux projet d'atelier partagé qui était aussi dans notre projet dans le tiers-lieu, et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont cofinancées avec le département. Et on va peut-être commencer même à travailler avec la région qui s'est intéressée à nous et sur lequel on va peut-être pouvoir travailler sur des financements d'équipements sportifs, mais ça, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre. Contre? Ok. Donc il est adopté, plutôt. J'ai dit une grosse bêtise, hein, c'était pas 2,6 millions les dotations de l'État, c'était 1,6 million. Je me suis un peu emballé. Enfin 1,6 million à cette famille, c'est quand même pas mal. Rapport numéro 6. Il s'agit d'une attribution de subvention au Centre d'activité sociale et de loisirs CASL. Je laisse la parole à Gabriel Germain. Et je me prends... Stéphanie Gendron doit sortir parce qu'elle fait partie du bureau du CSL. Il faut quand même entendre ce qu'on a fait. Elle a anticipé. D'accord. Disposition de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son décret d'application numéro 2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques impose aux collectivités locales de conclure une convention avec les associations auxquelles elles octroient une subvention d'un montant annuel supérieur à 23 000 €. La convention passée avec le Centre d'activité sociale et de loisirs, le CSL, dans le cadre de cette réglementation, est arrivée à caducité en 2023. Il est proposé donc au conseil municipal d'octroyer une subvention au CSL pour l'année 2024 d'un montant de 40 000 €, de se prononcer sur une nouvelle convention préalablement soumise à son examen et annexée à la convocation, qui définit l'objet et les conditions d'utilisation de la subvention allouée, d'autoriser le maire à signer la dite convention.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'attribution de cette subvention et sur la convention associée. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je sais qu'il y a des gens du CASL ce soir. Ils avaient eu vent de ce rapport. Bon voilà, bah là on se met en règle, hein, tout simplement, pour donner ce qu'on fait dans le montant qui est donné, quoi. Il n'y a rien de spécial, hein, c'est le montant qui a déjà été donné ultérieurement. Donc voilà. On va rappeler le travail important qui est fait par cette association et ses bénévoles tous les jours. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 6 est adopté, je vous remercie. On peut faire rentrer Stéphanie. Oui. Ah oui. Voilà, peut-être. Si tu oublies. Bon, du coup, il n'a pas été adopté. On passe au rapport numéro 7. Il s'agit de l'institution d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice de certains agents publics. Albert, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Certains agents. Donc l'État nous autorise, avec le décret du 31 octobre 2023, d'instaurer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, forfaitaire, en vue de soutenir le pouvoir d'achat des agents territoriaux ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure à 39 000 €. C'est pour ça que c'est certains agents, sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc vous avez derrière un tableau. Donc quels sont les bénéficiaires? Donc il faut avoir été nommé ou recruté dans la collectivité à une date antérieure au 1er janvier 2023, être employé rémunéré à la commune de Velo à la date du 30 juin 2023 et avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 €. Donc sont exclus du bénéfice de cette prime les agents contractuels de droit privé, les vacataires, les apprentis, les stagiaires gratifiés et le personnel éligible à la prime de partage de la valeur prévue de l'article de la loi numéro 2022-158 du 16 août 22. Donc vous avez en page 7 les primes qui ont été distribuées. Donc c'est des niveaux de rémunération. En fonction de la rémunération, on donne un montant de prime. Donc pour les agents qui ont un salaire inférieur à 23 700 €, on donne 400 €. Pour les agents qui ont entre 23 700 et 27 300, 350 €. Ainsi de suite, 300 €, 250 €, 200 €, 175 €. Et pour les plus hauts salaires qui ont droit, on donne 150 €. Voilà, donc il n'y a rien de plus à expliquer. Vous avez tout, je ne vais pas tout vous lire. Hein, bon, les réglementations sont une réglementation d'État et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie des possibilités d'améliorer le quotidien de nos agents. Qui sont proposés et sur lesquels on le fait dans la mesure de nos moyens et aux agents qui sont susceptibles d'être éligibles à ces primes-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 8. Il s'agit de l'acquisition et cession opérée en 2023 par l'établissement public foncier, l'EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est notre partenaire qui nous aide à faire des préemptions et à pouvoir monter à faire des logements sociaux, souvent sur des opérations, notamment beaucoup dans le village, où on a pu le faire, ou sur des petites opérations. L'EPF, on l'a fait sur Midifert. Hein. Sur l'opération de Midifert. Donc je vais laisser la parole à Coralie Morvan qui va vous en parler un petit peu. Alors le conseil municipal a l'obligation de délibérer donc chaque année sur le bilan de sa politique foncière, retraçant des actions entreprises directement par la collectivité ou par l'intermédiaire de ses partenaires. Ce récapitulatif énonçant les mutations immobilières réalisées sur la commune est donc annexé au compte administratif de l'année qui suit. La commune et l'établissement public foncier, donc l'EPF PACA, ont engagé un partenariat depuis 2009 afin de permettre la réalisation de projets en procédant à des acquisitions foncières dans des zones à enjeu. Ce travail est rendu possible grâce à 3 partenaires, donc la commune, l'EPF PACA et la métropole Aix-Marseille-Provence.
Donc dans ce contexte, le PFPACA a fait parvenir un récapitulatif des sessions réalisées en 2023. On en a donc 3 qui sont dans le village, puisqu'on a une première EPFPACA a vendu donc une maison rue Thiers à un particulier. Ensuite, on a eu la vente de Berthelot à, je sais plus qui est le porteur social, pardon. Oui, mais je sais plus le nom, excusez-moi. 13 Habitat, oui, c'est ça. Donc, qui a vendu donc, à 13 Habitat et qui va faire 4 appartements. Et ensuite, nous avons la maison qui a été détruite donc, sur rue Thiers et donc qui nous a vendu le terrain à la commune pour pouvoir faire donc un parking qui est ce qu'on appelle le parking Paris. Voilà. C'est les trois ventes qui ont été faites par EPF cette année. Donc le conseil municipal est invité à prendre acte de ce bilan qui sera annexé au compte administratif 2023 de la commune. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est très important d'avoir un partenaire comme ça parce que si on doit faire une préemption sur un logement pour pouvoir faire par exemple 2-3 logements sociaux, ça nous permet d'avoir des gens qui ont les reins solides parce que le PF a quand même un très gros budget et qui nous permet d'aller plus vite et de pouvoir préempter l'exemple sur l'ANTP 8e mairie. Qui est en face de Berthelot, voilà. C'est là où il y avait beaucoup de travaux à faire et qui aurait été vraiment impuis, on ne pouvait rien faire et on était même pas loin d'être frappé de précarité et de risque sur ce bâtiment-là. Le fait de le faire préempter par le PF nous permet de récupérer une petite somme. À l'échelle d'un budget, c'est pas non plus, mais quand même on récupère un peu et eux s'engagent à faire des travaux et on va faire 2 logements puisqu'il y avait déjà celui au-dessus, le B3, qui était déjà un logement social, mais ils vont tout refaire, ça nous permettra de faire 2 logements, donc a priori en bas, quelque chose plutôt pour du handicap ou d'une personne plutôt âgée, on verra. Mais, et plus on a fait préempter, du coup le bâtiment qui était en face, ce gros bâtiment qui était muré, voilà, qui aurait pu devenir, suivant qui l'achète, il aurait pu y avoir 5 ou 6 studios comme le bâtiment d'en face. Et donc le fait de le faire préempter, ça permet de savoir un peu ce qu'ils vont faire. Et là, ça serait pareil, je crois, 3 appartements. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui soit quand même plus beau que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça nous permettra derrière de réhabiliter au niveau voirie quand ils auront fini les travaux. Et je pense que ça sera quand même plus joli d'avoir quelque chose comme ça. Et ça nous permet de décompter quelques logements sociaux de notre contrat, même si honnêtement on est très 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 loin du compte. Voilà. Pas parce qu'on est des mauvais élèves, mais parce que justement on veut faire les choses comme il faut et on veut prendre le temps de réfléchir, faire du logement social, mais pas n'importe comment. Voilà. Et ce qu'on a expliqué cette semaine au sous-préfet et au service de l'État, qui nous faisait passer un peu pour des mauvais élèves. Et voilà. C'est pas grave. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Non, on va pas passer au vote. Voilà. Par contre, on va passer au rapport numéro 9. C'est une demande de subvention dans le cadre du dispositif Fonds Vert 2024 pour la rénovation énergétique des groupes scolaires et Jean Jaurès, Jean Giono. Albert, tu nous en parles un peu? Oui, donc on a parlé tout à l'heure du budget des financements. Donc là, c'est une autorisation de demander un financement. Vous savez qu'on a financé des études sur les groupes scolaires, des études d'audit énergétique. Donc pour ce projet-là, ce qui concerne Jaurès, dans un premier temps, c'est moderniser les éclairages, passer en LED et mettre en place des pare-soleil afin d'améliorer le confort lors des fortes chaleurs. Pour Giono, c'est un peu plus conséquent. Il y a les travaux recommandés par l'audit qui consistent l'amélioration du plus vieux système de production de chaleur, donc les chaudières, et le remplacement de certaines huisseries, la mise en œuvre de pare-soleil, un relamping aussi en LED. Donc la totalité de ces dépenses pour Jaurès, 103 000 €. Et pour Giono, 307 000 €. Donc on a 410 000 € de dépenses. Et quand on regarde en dessous les recettes, subvention du département, subvention de l'État fonds vert, département et fonds vert, on arrive
un financement communal de 20%, donc on est financé à 80%, donc pour 410 000 euros, on n'aura qu'à 82 000 euros à financer. Voilà, donc on vous demande si vous êtes d'accord qu'on vous fasse cette demande de subvention. L'idée c'est qu'au départ on avait un projet, on devait entièrement réhabiliter le Jean Jaurès structurellement et donc on avait fait des études structurelles mais aussi au niveau donc, de ce que vient de vous expliquer Albert. Avec la situation qu'on a traversée, on s'est aperçu très très vite que beaucoup de projets autour de nous étaient bloqués parce que tout simplement avec l'inflation les entreprises ne pouvaient plus faire face. Donc il y avait eu des chantiers qui avaient été signalés qui étaient à l'arrêt. J'ai envie de dire qu'avec le projet du centre-village, on est passé pas loin des gouttes, on a réussi à le faire en tout début avant vraiment d'être impacté, on a réussi à finir notre projet, mais la décision était vraiment de temporiser sur ces gros travaux, il y en avait pour plus de 3,4 millions d'euros de travaux. Mais par contre, on savait qu'on avait des soucis au niveau chaleur sur les deux bâtiments et d'isolation. Donc on a pris le parti de garder ce qui avait été fait en études en termes d'isolation et d'investir non pas sur Jaurès, mais sur Jaurès et Giono. Comme ça, on nous donne une réponse aux deux bâtiments avec quand même des investissements conséquents. Hein, et on attend de voir un peu la crise un peu se déplacer en espérant qu'il n'y en ait pas une autre qui vienne pour pouvoir partir sur la réhabilitation structurelle plus importante, mais de la décaler un petit peu. Mais en attendant, on a quand même privilégié le fait de travailler sur ces problématiques-là et du coup sur les deux bâtiments. Parce que pourquoi il y en a qui seraient prioritaires là-dessus pour les enfants. Est-ce qu'il y a des questions? On vote, hein, par contre. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 10, approbation de la charte d'engagement pour le plan d'accélération pour la transition écologique 2023-2028, le pacte du département des Bouches-du-Rhône. Si Madame Alexandra Edesheim veut bien nous en parler un peu. Alors, je vais d'abord commencer par une petite présentation qui va concerner les 3 délibérations qui arrivent, qui sont toutes liées à la transition. Je remercie, même si elle n'est pas présente aujourd'hui, chaleureusement Lucie Clément qui a fait un très gros travail sur ces éléments-là et notamment sur la présentation que vous allez voir tout à l'heure. Ça sera sur la deuxième délibération. Donc, juste pour vous expliquer un peu, on a ce soir 3 rapports qui sont des actions transition, donc tournées vers les actions que la ville met en place avec ses différents partenaires, le département, la métropole, et la troisième, ce sera l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, l'ARBE-PACA. Donc, les 3 documents qui sont arrivés dans une chronologie assez proche ont permis à la ville d'analyser les différentes actions de transition sur la commune, que ce soit en interne mais aussi en externe. Donc en interne, on avait 3 grands projets liés aux 3 étoiles de la transition, l'alimentation, la mobilité et l'énergie. Et ce qui a été appelé les petits cailloux externes, donc tout ce qui est déchets, végétalisation, économie circulaire, sensibilisation et communication. Donc tout ça a servi à la fois de bilan des 3 premières années du mandat et aussi ça a contribué à donner un cap pour les prochaines années. Donc évidemment le lien avec nos partenaires métropolitains et départementaux est absolument essentiel à garder pour continuer d'agir sur la transition. Et c'est également essentiel pour tout ce qui est logique de financement avec des critères qui sont de plus en plus verts et de plus en plus durables. Donc ce lien permet également le partage de bonnes pratiques entre les communes et les instances administratives. Donc maintenant on va passer au premier rapport qui va concerner la charte d'engagement pour le plan d'accélération pour la transition écologique, donc PAC, qui lui est en lien avec le département. Donc, il s'agit d'une délibération d'engagement des communes sur les thématiques suivantes: énergie, eau, nature en ville et îlots de chaleur, biodiversité et espaces naturels, mobilité douce et liens homme-nature. Le département a calé ses financements sur ces thématiques dans une logique de verdissement des critères des demandes de subventions que font les communes. La mise en œuvre des actions liées à cette thématique reste libre aux communes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier rapport ? Tout simplement, toutes les subventions qui vont être proposées par le département
vont tenir compte de tous ces critères-là de plus en plus. Aujourd'hui, quand on veut faire des travaux, qu'on veut faire des aménagements, quand on monte les dossiers, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont montés par les services, il y a vraiment une notion d'engagement, de transition, et tous les dossiers qui ne tiennent pas compte de ces critères-là, aujourd'hui, honnêtement, ils ne sont pas financés, ils ne sont plus financés. On le voit dans tout ce qu'on fait, hein, je veux dire. Donc on va dire que c'est bien pour nous, c'est bien pour la planète, et on en profite, hein, parce que vous voyez bien que dans ces critères-là, il y a tout. Hein. Les aménagements, équipements résilients, mobilité active, l'économie durable, les préventions des déchets, on est bien dedans en ce moment, notamment avec la métropole, la prévention des risques et la mobilisation territoriale. Bon, mais ça c'est plutôt l'avantage qu'on peut en tirer. La mobilité, toutes ces choses-là, c'est tous les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc on oriente bien nos dossiers sur ces critères-là pour avoir le maximum de chances d'obtenir les financements dont on a besoin. Est-ce qu'il y a des questions? C'est frustrant sûrement pour ceux qui sont derrière, qui aimeraient peut-être en poser, mais qui n'ont pas le droit d'en poser. Bon, ben, on va passer au vote. Donc, il y en a un qui doit sortir, non? Ah, vous voulez me faire sortir tout ça. Alors, on commence par le 10 ou le 11? Mais j'ai pas expliqué le 11. Ah, bah, excuse-moi. le 10. Écoute, Alexandra, tu vas expliquer le 11 alors? Ah, on vote pour les trois en même temps. S'il n'y a pas de questions. Je sais pas si c'était écrit à chaque fois. Donc on sait, ok, on vote question en même temps. Bon, bah, du coup, je passe au suivant. Alors, on vote le 10. Ah, ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vous, en fait, vous vous abstenez sur un projet qui nous permet d'avoir des subventions pour des projets de transition. Ça, si j'ai bien compris. On a compris, mais c'est pas grave. Ah ben, je sais pas, par rapport à ce rapport-là, c'est de ça dont il s'agit. Je veux juste savoir éclaircir les choses. Vous vous abstenez sur... Là, on ne parle pas d'un engagement financier, on parle de pouvoir approuver un engagement de la commune sur des possibles aides qui nous permettent de travailler sur ces problématiques-là. Donc si vous vous opposez, je voulais juste savoir si c'était bien clair. Quoi. Ok, très bien. Non, mais que tout le monde comprenne bien. C'est une abstention, c'est pas une opposition. D'accord. On passe au numéro 11. S'il n'y a toujours pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Je ne l'ai pas expliqué. Vas-y, explique-le. On est sur le plan de mobilisation des communes pour le climat, donc, qui est un engagement avec la métropole. Donc la métropole, qui a la compétence de la transition sur l'EPCI, propose aux communes de s'engager sur différentes actions et à différents niveaux sur 7 thématiques. Donc on va voir les différentes thématiques. Donc, 32 actions étaient proposées sur 7 thématiques avec 3 niveaux d'engagement proposés par action avec des indicateurs de suivi et l'accompagnement des réalisations. Donc le premier critère, donc les pratiques exemplaires. Donc la commune s'est engagée sur la mise en place d'une démarche d'achat éco-responsable au niveau 1, sur la diffusion des bonnes pratiques pour la maîtrise de l'énergie au niveau 1 et 2, sur l'encouragement de la mobilité bas carbone au sein des services municipaux sur les niveaux 1, 2 et 3, et sur l'exemplarité en matière de déchets au niveau 1. C'est 3 le plus haut niveau, mais on peut faire le 3 sans faire le 1 ou le 2, c'est ça qui est assez particulier. Mais... Au niveau aménagement et équipement résilient, on s'est engagé sur massifier la rénovation énergétique des logements en niveau 1 et 2, s'engager dans la rénovation énergétique du patrimoine communal en niveau 1 et 3, maîtriser la consommation énergétique communale au niveau 3 et développer la production d'énergie renouvelable au niveau 1. Concernant la mobilité active, donc on a pris des engagements sur encourager la mobilité piétonne au niveau 1, 2 et 3 et développer l'usage du vélo au niveau 1, 2, 3. Ça va faire plaisir. Au niveau économie durable, donc développement de l'économie circulaire et du réemploi sur le territoire engageant le niveau 1 et 3, accompagnement des commerçants locaux à la réduction et au tri des déchets niveau 1 et 2, et soutien des initiatives de production et de commercialisation agricole durable au niveau 1, 2 et 3. Prévention des déchets, diversification des sources de protéines dans la restauration collective au niveau 1, réduction du gaspillage alimentaire toujours dans la restauration collective au niveau 1, 2 et 3, promotion des gestes de tri auprès des habitants au niveau 1 et 2, massification du recours au compostage sur la commune au niveau 1 et 3, et limitation de la production des déchets verts des services techniques au niveau 1, 2 et 3.
Alors, sur le thème nature et prévention des risques. Améliorer la gestion de la production et la valorisation de la forêt. Et préparer la réponse communale aux risques naturels liés au changement climatique. Ça, c'est plus facile que ça, comme ça. Au niveau 1, 2 et 3. Ça nous concerne tous, mais c'est lui qui a le plus travaillé dessus. C'est pour ça qu'il s'est. Concernant la mobilisation territoriale, on s'est engagé sur l'élaboration d'une stratégie communale d'éducation à l'environnement et au développement durable 1, 2 et 3. Mobilisation de la société civile dans la transition du territoire au niveau 1, 2 et 3. Et participation active à la diffusion de la charte des manifestations éco-responsables également au niveau 1, 2 et 3. Et voilà pour le rapport numéro 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des questions, effectivement? Vous avez bien compris que tous ces sujets-là, ils sont éminemment importants, ce qui vont nous permettre d'avoir des aides sur des projets. Je rassure tout le monde, même si on continue à faire des pistes cyclables, on fera aussi des pistes pour les voitures. L'idée, c'est pas de supprimer les voitures, mais c'est de faire en sorte que tout le monde puisse circuler ensemble et en se respectant les uns les autres. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, le rapport 11 est adopté. Tu as fini, Alexandra, ou pas? Puisqu'il y a 12, non mais maintenant je ne dis plus rien. Vas-y, rapport numéro 12. Donc là on est sur le renouvellement de la candidature du label territoire durable, une COP d'avance. Donc là on passe au niveau de la région, avec l'agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Donc Velo était déjà inscrite au label pour la période 2021-2023, on a été labellisé au niveau 2 sur 4. Et du coup ça nous a beaucoup aidé, notamment pour rencontrer la fabrique des transitions qui nous ont aidé pour le projet. Là maintenant on recandidate sur ce label, donc en espérant gagner un niveau de labellisation. On a accueilli le jury le 13 février dernier pour faire un bilan des actions sur la période passée et pour leur dire qu'on comptait continuer à faire, à entreprendre sur la fin du mandat. Vous aviez en annexe de la convocation tout le dossier de candidature et également tout ce qui a été présenté lors de la venue du jury. Et tu es optimiste? Vu ce que j'ai vu devant le jury, je suis plutôt très optimiste. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pourquoi le logo L'Aventure Citoyenne apparaît dans ce document? Parce que le programme de campagne a été repris, c'est le programme électoral, puisqu'il fallait définir les ambitions politiques, etc. Donc c'était le projet de la liste qui a été repris, donc c'est pour ça qu'il est dans ce qui a été présenté au jury. On l'a fait volontairement, c'était pas une erreur. Ouais. De toute façon, en 2020, il fallait qu'on s'engage pour avoir le label, il fallait qu'on s'engage sur le projet qu'on avait. Le label, c'était le projet porté par la liste qui avait été élue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc on va le voter. Qui est contre? C'est bien. Qui s'abstient? Bon, le rapport numéro 12 est adopté. Rapport numéro 13, il s'agit des décisions de maire. Donc, en ce qui concerne la police et les services techniques, il s'agit d'une réactualisation des tarifs d'occupation du domaine public. Sur la vie locale, une convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'association Lipichoun. Une convention de mise à disposition ponctuelle de locaux municipaux pour l'association Mutualité Française. En termes sur la culture, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour l'association Alternative Velo. Une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour la FCPE Collège Roquepertus Velo, donc les parents d'élèves. Une convention de mise à disposition de locaux et biens municipaux pour l'association Initiative Pays Salonnais. Une demande de participation financière auprès de la Fondation Crédit Agricole en faveur des actions liées à la politique culturelle. Je rappelle que cette fondation nous a bien aidé sur l'opération Street Art sur les fresques du village et ont participé, comme ils ont beaucoup aimé, ils se sont proposés de nous aider encore cette année. L'institution de la régie de recettes du service patrimoine,
une convention de mise à disposition de biens et de locaux municipaux pour le comité des fêtes, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour l'association Muay Thai Martigues, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais, et au niveau service technique, une demande d'aide financière au Conseil régional PACA au titre du dispositif Nos communes d'abord pour des travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Jean Giono. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe aux questions de l'opposition. Donc, question de Didier Debarge pour Ensemble avec Passion, reçu par mail le 18 mars 2024 à 14h37. Les DSP eau et assainissement APE et APA prenant fin 31/12/2024, quelle est la position de la commune de Velot et de la métropole concernant soit un renouvellement d'une DSP, soit une régie, soit encore une sous-traitance? Quand doit avoir lieu le prochain appel d'offres, sachant que le choix final pourrait avoir des conséquences pour les Velociens sur le prix de l'eau et le traitement des eaux usées? Donc il y a deux DSP. Je rappelle que les DSP, ce sont les délégations de services publics, comme on le fait avec l'AIC, comme on le fait avec les crèches, qui concernent l'eau potable et l'assainissement. Elles arrivent effectivement à échéance le 31 décembre 2024. Donc ces deux DSP, elles concernaient les communes de Alins, Auron, Berlétan, Charleval, Aiguière, La Barbin, La Fare-les-Oliviers, La Manon, Lançon de Provence, Malmort, Pélissane, Rognac, Saint-Chamas, Salon de Provence, Sénas, Velot et Vernègue. Elles étaient conclues avec les sociétés Aglopole Provence, assainissement, pour l'assainissement, et la société Aglopole Provence Eau pour le potable. Ces deux compétences, elles ont été transférées, comme beaucoup d'autres, à la métropole au 1er janvier 2018. Donc la métropole est désormais décisionnaire pour opérer le choix du mode de gestion de ce service public. Cette même métropole, elle a commandé une étude pour éclairer sa décision dans le choix du mode de gestion. Alors au vu des résultats de cette étude, il y a un contrat de délégation de service public unique qui apparaît comme le mode de gestion le plus adapté pour répondre aux attentes et aux besoins de la métropole et des communes du territoire nord-ouest de la métropole. Une sorte de pays salonnais, quoi, CT3. Ce mode de gestion, il a été acté lors d'une délibération en conseil de métropole le 12 octobre 2023. Donc la commission consultative des services publics locaux a rendu son rapport en octobre 2023 et elle a été préalablement consultée. Ce rapport, il est à votre disposition. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous pouvez le regarder. Et il peut vous être transmis, en tout cas, si vous le désirez, vous le regardiez. Ce sont des nouvelles délégations de services publics qui prendront donc effet au 1er janvier 2025 pour une durée de 10 ans. La procédure d'attribution de ces DSP eau et assainissement est en cours. La métropole est en cours d'analyse des offres reçues par les différents candidats et elle mènera les négociations nécessaires pour conclusion du contrat qui devrait être approuvé au Conseil métropolitain du mois d'octobre 2024 pour une entrée en vigueur et non pas en vigueur au 1er janvier 2025. Pour information, les contrats qui prévoient 44,9 millions d'euros hors taxes de travaux d'investissement pour l'assainissement, 55 millions d'euros hors taxes de travaux d'investissement pour le potable, et la métropole est très attentive à l'équilibre économique du contrat. Le prix aux abonnés reste quand même un élément de négociation en cours avec les candidats. Donc en gros, c'est pas nous qui gérons, c'est la métropole. Comme elle le fait quand elle est bien constituée, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là elle le fait en contact avec aujourd'hui quelque chose qui est censément disparu, qui est le CT3, parce que maintenant les conseils de territoire sont censés avoir disparu. Mais je vous rassure, ils existent quand même encore parce qu'on se réunit très régulièrement à l'ancien siège pour discuter de tous ces projets-là et essayer de prendre les meilleures décisions possibles, à la fois pour les finances des citoyens, mais aussi bien entendu pour la qualité du service rendu et de l'eau. Donc c'est quelque chose qui sera donné. Encore une fois, vous pourrez vous donner les éléments qui sont des éléments métropolitains. Voilà. Je crois que c'était la seule question qu'il y avait. J'espère y avoir bien répondu. Écoutez, il me reste à vous souhaiter... je vais quand même avoir une pensée particulière ce soir pour un enfant de village qui est parti, Stéphane Brinfranc. Voilà. J'étais cet après-midi aux obsèques et il y avait énormément de monde, énormément de Velociens qui étaient présents. Donc une petite pensée pour lui qui s'en va beaucoup trop jeune et je propose de conclure sur cette petite note, certes pas très gaie, mais c'était bien d'avoir une petite pensée pour lui et toute sa famille ce soir. Je
vous remercie. Je remercie encore une fois l'association Télévelo qui est encore présente, qui est fidèle au poste pour enregistrer tout ça. Et j'ai bien pris compte de la remarque sur les décibels pour entendre ce qui est dit. On va essayer de trouver une solution pour la prochaine fois. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.